Également Philippe Albou des Chevilles ouvrières de m'avoir accepté pour cette présentation, sachant que en fait je suis pas du tout médecin, mais historien, donc plutôt spécialisé en histoire de la protection sociale, mais donc il ne faut pas attendre de ma part des explications d'ordre médical. Je tiens également à remercier l'association Pasteur Patrimoine arboisien et la municipalité d'Arbois, d'autant plus que la dimension patrimoniale m'intéresse comme président du conseil scientifique de la Société française d'histoire des hôpitaux et aussi comme ancien responsable d'un master patrimoine pendant une quinzaine d'années, donc à l'université de Rouen, à laquelle je suis toujours rattaché comme professeur émérite. Donc, je vais évoquer un Rouennais, donc Charles Nicolle, qui est également donc un pastorien, et donc qui va avoir quelques difficultés à faire passer les idées de Pasteur donc, dans sa ville natale. Alors, je ne reviendrai pas sur les problèmes qui pourraient être évoqués, des rapports entre le milieu médical rouennais et puis Pasteur, puisqu'il y a notamment Félix Archimède Pouchet, qui est donc célèbre pour sa controverse avec Pasteur sur la génération spontanée, ce qui a été évoqué à plusieurs reprises. Et plus modestement, donc, je voudrais évoquer les difficultés rencontrées donc, par Charles Nicolle, rouennais également, et qui était aussi élève de Metchnikoff et d'Émile Roux, donc des collaborateurs de Pasteur, pour introduire dans la métropole normande les préceptes pasteuriens et une médecine de laboratoire. Ces difficultés devaient d'ailleurs l'amener à quitter Rouen en 1902 pour aller diriger l'Institut Pasteur de Tunis, où il obtiendra le prix Nobel de médecine en 1928, ce qui a été rappelé notamment hier par M. Jean-Pierre Bedet. Alors, dans cette perspective, il m'a paru d'abord, alors si je reprends un peu ma casquette de président du conseil scientifique de la Société française d'histoire des hôpitaux, eh bien de rappeler le contexte hospitalier rouennais au moment du retour de Charles Nicolle dans sa ville natale, après 6 années de formation à Rouen puis à Paris, au début des années 1890, ce qui m'amènera à évoquer un système particulier d'assistance publique qui a été mis en place entre 1881 et 1927 et qu'on a appelé le système rouennais d'assistance publique, sur lequel je reviendrai. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Charles Nicolle devra exercer à Rouen. Dans une seconde partie, j'évoquerai son activité dans le laboratoire de bactériologie en liaison avec la lutte contre certains fléaux, en particulier la diphtérie. Et cela devait aussi lui permettre d'acquérir une certaine notoriété, de même que ses enseignants en microbiologie, mais aussi lui susciter un certain nombre de jalousies et d'animosité. Et pour terminer, donc, j'évoquerai plus précisément les conflits qui ont conduit finalement à la mise à l'écart de Charles Nicolle et à son départ pour Tunis. Alors, en premier lieu, les hôpitaux de Rouen, l'organisation hospitalière et médico-sociale à Rouen, donc à la fin du XIXe siècle. Alors, ces hôpitaux sont intégrés, donc, je vous l'ai dit, au système rouennais d'assistance publique. Alors, il y a 2 grands hôpitaux publics qui existent à l'époque. Donc, vous avez actuellement. Bon, vous avez donc l'Hôtel-Dieu de Rouen, qui est un établissement en fait qui est relativement récent, si l'on peut dire à l'époque, mais qui date malgré tout donc de la fin du XVIIIe siècle, enfin les premiers bâtiments datent du XVIIe siècle, et c'est l'ancien lieu de santé qui avait été créé pour lutter contre la peste, et qui était à l'extérieur des fossés de la ville et des remparts, donc qui avait été créé pour externaliser en quelque sorte les pestiférés. Et donc cet établissement est devenu inutile du fait de la disparition de la peste, et en 1758,
on a décidé de transférer l'hôtel-lieu qui se trouvait près de la cathédrale au centre-ville vers donc ce lieu de santé pour former un nouvel hôtel-lieu et qui a donc été en fonction en fait jusqu'en 1990. Et donc ce nouvel hôtel-lieu est l'établissement le plus médicalisé. C'est dans cet établissement que exerce d'ailleurs va exercer le père de Flaubert, Achille Cléophas Flaubert, comme chirurgien-chef. Flaubert est né dans cet établissement également. J'avais aussi une autre casquette, c'est celle, pendant 30 ans, j'ai été vice-président des Amis de Flaubert et Maupassant. On a eu une année un peu chargée également de ce point de vue-là. Mais autrement, son père était chirurgien-chef, son frère également, Achille, va lui succéder comme chirurgien-chef de l'hôtel-dieu de Rouen. Alors donc, établissement le plus médicalisé, environ 500 lits à l'époque, et 700 lits, disons, suivant les années. Il y a 2 divisions chirurgicales et 3 divisions médicales. Et donc, on a donc ce premier établissement, qui est l'établissement phare où les médecins hospitaliers veulent terminer leur cursus honorum, en quelque sorte. Mais il existe un deuxième établissement. Voilà, c'est l'Hospice Général qui date de la fin du 19e siècle, mais qui date également du 18e siècle, pour c'est des bâtiments qui sont liés à un legs de l'abbé de Germont, et donc ça va devenir par la suite l'hôpital Charles-Nicolle. Et ce bâtiment que vous voyez là, ça correspond en fait au bâtiment ancien où est abritée l'actuelle direction générale du CHU, Charles-Nicolle. Et à l'époque, c'est un hospice général qui est destiné plutôt aux maladies chroniques, et puis qui accueille également donc les vieillards, et puis également les enfants abandonnés, puisqu'il va exister jusqu'en au début des années 1860, un tour pour enfants abandonnés pour recueillir de manière anonyme les enfants exposés, comme on les appelait. Et donc, vous avez ces 2 grands hôpitaux, alors qui ont été intégrés dans un système qui est mis en place à partir des années 1880, qu'on appelle le système rouennais d'assistance publique. Alors, ce système rouennais d'assistance publique, j'en ai fait une représentation cartographique ici, c'est à partir des années 1880 jusqu'en 1886, on le met en place. Il s'agit en fait de restructurer l'organisation médico-sociale de toute la cité en créant 5 dispensaires qui correspondent aux 5 triangles que vous avez sur la carte, 5 dispensaires médicalisés qui rompent avec les anciennes circonscriptions paroissiales. Il y en avait 14 qui existaient auparavant. Donc on va restructurer l'espace médico-social pour favoriser en fait les secours médicaux à domicile ou par l'intermédiaire de dispensaires, mais des dispensaires beaucoup plus médicalisés que ceux qui existaient jusque-là et qui étaient pendant longtemps tenus par des sœurs et qui étaient des simples dépôts de médicaments, en fait, on va introduire les nouvelles technologies de l'époque, comme l'hydrothérapie, par exemple. Alors, le modèle, c'est un modèle havrais, ça arrive maintenant, et donc c'est celui d'un dispensaire pour enfants malades qui a été créé au Havre en 1875 par le docteur Gibert, un médecin proche du maire Jules Siegfried du Havre de l'époque, et les Rouennais ont repris l'idée, mais en transposant donc ce type de dispensaire aux adultes. Et donc, on a là un nouveau type de dispensaire qui doit permettre de limiter les hospitalisations et en même temps de promouvoir une médicalisation de l'espace social rouennais. Donc, et ça s'inscrit en fait dans une tradition républicaine qui remonte même à la Révolution, à savoir qu'on essaie de promouvoir la priorité aux secours médicaux à domicile pour des questions de coût, d'une part, mais aussi pour des questions de morale, en quelque sorte, éviter la séparation des familles. Donc,
dans le cadre de l'hospitalisation. Donc on a un système médico-social qui sert de modèle lors du deuxième congrès national d'assistance publique qui se tient à Rouen en 1897. Et on fait la comparaison avec Lyon, avec Paris même. Et donc on a là un système particulier. Alors ça aboutit au fait que, par exemple, en matière de secours médicaux à domicile, on passe d'environ 400 à 500 par an à 15 000 donc, par la suite. Donc il y a un système spécifique. Alors ce système est remis en cause par un certain nombre de médecins, notamment de médecins hospitaliers, notamment le directeur de l'école de médecine de l'époque, le docteur Raoul Brunon, voici, directeur de l'école de médecine, qui, lui, estime qu'il ne s'agit que d'un progrès administratif et non pas d'un véritable progrès médical, parce que dans les domiciles des personnes qui sont soignées, il n'y a pas ce qu'il faut en matière disons, d'eau courante, tout ce que vous voulez. Les conditions hygiéniques sont telles qu'il remet en cause, en fait, ce système. Bon, d'autant plus qu'on observe parallèlement un début de médicalisation de l'hôpital public. Alors, les progrès de la médicalisation des hospices civils, eh bien, se font sentir principalement à partir de la fin des années 1880 et notamment dans le domaine de la chirurgie. Ça se traduit par la création de nouvelles salles d'opération dissociées. Auparavant, on opérait dans les dortoirs, donc on mettait un rideau éventuellement et encore. Eh bien, on va voir apparaître de nouvelles salles de chirurgie et les préceptes pastoriens commencent à être introduits pour la sepsie et notamment. Et donc, on va arriver en 1893 à 5 salles de chirurgie, donc à l'Hôtel-Dieu, et on va commencer à en installer également donc à l'Hospice général. Et donc, on a aussi à ce moment-là différents laboratoires qui commencent à apparaître. On voit aussi se développer la nécessité donc d'un personnel médical plus important dans les hôpitaux. Tout d'abord, le personnel global passe de 500 de 261 personnes en 1876 à 500 en fin de siècle. Et puis, on trouve le besoin aussi d'un personnel médical mieux formé, plus spécialisé. Donc, se développent des débats autour de la création d'écoles d'infirmières, écoles de garde malade, à l'exemple de ce qui existe à Paris. Alors, il y a une opposition. Et il y a une opposition notamment d'un certain nombre de médecins, dont le docteur Brunon, qui lui estime qu'il faut éviter la laïcisation, comme ça s'est fait dans les bureaux de bienfaisance avec les dispensaires, où on a remplacé les sœurs par des laïcs. Eh bien, il y a donc un certain nombre de médecins qui considèrent aussi que les sœurs coûtent moins cher, elles ont juste une indemnité de vestiaire et non pas un traitement. D'autre part, elles sont plus disciplinées parce qu'elles obéissent à des règles, à une règle avec une supérieure et autres. Et donc, il y a des débats autour de ça. Finalement, la première école d'infirmières apparaîtra en 1900, mais à condition que les sœurs puissent intégrer cette école. Donc, il y a des débats autour de cela. Alors, autre transformation de l'hôpital, c'est au niveau des hospitalisés, du type d'hospitalisés. C'est plus simplement des indigents, comme c'était le cas jusqu'à présent. On voit apparaître en même temps que se développent les idées solidaristes, eh bien, avec Léon Bourgeois notamment, eh bien, l'idée que la société doit venir au secours également donc, de ses membres. Il y a une sorte de contrat entre la société et ses membres, à la fois des droits mais aussi des devoirs. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, vont être adoptées un certain nombre de lois qui vont avoir un impact dans les hospitalisés. Vous avez par exemple la loi de 1893 sur l'assistance médicale gratuite aux personnes privées de ressources, mais vous avez aussi, à la fin du XIXe siècle, 2 lois fondamentales qui ont encore un impact actuellement. La loi sur les mutuelles, c'est de 1898, qui laïcise
et républicanise la mutualité, mais aussi la loi de 1898, d'avril 1898, sur la réparation des accidents du travail, est une loi fondamentale qui renverse en quelque sorte la notion de preuve. Hein. C'est plus aux ouvriers accidentés de faire la preuve qu'ils ont été fautifs en quelque sorte. Hein. Et donc vous avez cette notion de responsabilité, alors qui fait qu'il y a un changement dans les hospitalisés, hein, et donc du fait de ces lois. Alors parmi ces lois, eh bien, vous avez des initiateurs importants, et notamment Rouanet, alors qui a porté aussi au départ, il était maire de Rouen à l'époque, le système rouennais d'assistance publique, c'est Louis Ricard, hein, beaucoup confondent avec Pastis et autres, mais ça n'a rien à voir. Louis Ricard, il a été 2 fois ministre de la Justice en 1892 et en 1895, dans le ministère de Léon Bourgeois, hein, le père du solidarisme, hein, et donc il paraissait très longtemps, mais donc il est aussi le principal rapporteur de cette loi de 1898 sur la réparation des accidents du travail. Donc on a un milieu républicain qui se radicalise d'ailleurs. Ricard est un républicain modéré qui, en fin de siècle, eh bien, va appartenir au tout début du XXe siècle au parti radical. Donc, et en plus, il va se convertir du catholicisme au protestantisme. Alors, la vision de Louis Ricard est partagée, hein, à Rouen, de ce point de vue-là, hein, parce que donc il a donné lieu à un certain nombre de polémiques. Mais en tout cas, donc, on a ce milieu. Alors, c'est dans ce contexte-là que le jeune pastorien, donc Charles Nicolle, va arriver en 1800. Donc, voici jeune marié en 1895. En fait, il revient à Rouen après avoir fait ses études au lycée Corneille de Rouen. Donc, il a fait des études à l'école de médecine, mais qui n'avait pas un cursus complet. Donc, il a dû terminer ses études de médecine pour soutenir sa thèse à Paris. Et c'est là, eh bien, qu'il va progressivement s'introduire dans le milieu médical proche de Pasteur, notamment Metchnikoff et surtout Roux. Donc, ça va être un des élèves de Roux en particulier. Mais donc, il revient avec ses idées en profitant d'un concours. Il devient professeur suppléant à l'école de médecine de Rouen, mais aussi, donc, il devient aussi médecin hospitalier. Hein, et donc, c'est quelqu'un qui avait un goût prononcé pour les études littéraires. Il fera aussi notamment, et puis l'histoire en particulier. Il fera aussi des nouvelles. Enfin, donc, on pouvait très bien faire à la fois des études de médecine et s'intéresser à d'autres disciplines. Il a fait une thèse en juillet 93 sur le chantre mou et le bacille de Ducret. Donc, il va s'intéresser aux maladies vénériennes en particulier. Et donc, il va donc revenir dans sa ville natale. Il va devenir chef du service de dermatovénérologie. Donc, aussi, donc alors, personnellement, il y a également quelque chose qui va le conduire à s'intéresser à la pratique de laboratoire, c'est qu'il va être assez rapidement victime de problèmes de surdité. Hein, et donc, il va se concentrer davantage donc, aux questions de recherche, en quelque sorte. Hein. Et puis, il va aussi arriver à Rouen en une période où se pose le problème de la diphtérie. Or, son maître, Roux, a mis au point un sérum antitoxique donc, en 1894. Et donc, l'Institut Pasteur manque de bras pour faire suffisamment de sérum. Et donc, finalement, Charles Nicolle va décider d'en produire, en quelque sorte, dans la cité normande. Ce ne sera pas dans d'autres ailleurs. Et donc, il va en fait réussir comme cela à obtenir une certaine popularité, hein, parce que c'était une troupe qui était en jeu en quelque sorte. Hein. Et donc, du coup, Nicolle va s'orienter aussi vers d'autres activités, notamment la bactériologie, et voici donc
le laboratoire de bactériologie, donc avec la préparation du sérum antidiphtérique, à partir du cheval. Mais il veut aussi créer un centre moderne de bactériologie beaucoup plus large, comme ça existe déjà à Lille, et donc c'est un peu son modèle, mais là il va mettre dans cette perspective, il va être à l'origine d'un cours de microbiologie. Alors, voici donc l'affiche du cours de microbiologie, donc en 1901, qui connaît une certaine popularité parmi les jeunes médecins, et d'ailleurs il va repérer un certain nombre de figures qui deviendront ses collaborateurs à Tunis, par la suite, Ernest Conseil, enfin d'autres, un certain nombre. Et en août 1899, il va publier dans la Normandie médicale, une revue médicale normande, un article de synthèse de réflexion sur 5 années de pratique de laboratoire, où il essaie de promouvoir et il se félicite que les médecins utilisent de plus en plus en fait les résultats du laboratoire pour préciser leur diagnostic. Et donc, il propose aussi de développer des études en direction de l'agriculture et surtout de l'industrie, ce qui est tout particulièrement important à Rouen, est une des principales villes industrielles de l'époque, notamment dans le textile. Alors, cela lui donne une certaine popularité, mais il vaut aussi une certaine animosité d'un certain nombre de médecins, et notamment parce qu'il y a des controverses à laquelle participe Nicole, notamment sur la lutte contre la tuberculose. Il y a des distinctions entre médecins sur la contagiosité ou non de la tuberculose, alors que c'est une maladie qui frappe beaucoup de Rouennais. Donc là, vous avez une carte de la répartition par affection tuberculeuse à Rouen. À l'époque, donc, ça représente sur 2000 et quelques 500 morts par an, il y en a 4 à 500 qui sont liés à la tuberculose. Et donc, il y a des différends entre médecins sur la notion de contagion, et notamment le directeur de l'école de médecine que j'évoquais, Bruno, considère que l'idée de Nicole de construire un sanatorium, notamment à l'extérieur de Rouen, à Ouassens, qui sera fait, eh bien, quelque chose de trop coûteux, inutile, et qu'il suffit en fait de faire ce qu'il appelle un sanatorium de fortune. Voici un des éléments de ce sanatorium de fortune, c'est l'aérium de l'Hôtel-Dieu de Rouen en 1919, c'est le côté femme, mais il y en avait un également à l'Hospice Général, c'est-à-dire un baraquement qu'on avait mis au fond du jardin de l'Hospice Général ou de l'Hôtel-Dieu, comme ici, et donc on exposait au soleil les malades atteints de tuberculose. Donc c'était la solution préconisée par Bruno plutôt que la construction de sanatorium. Voilà, donc tout cela l'amène à avoir une situation difficile, et d'autant plus que on va donc pouvoir accentuer ces difficultés. Donc, il a publié notamment le Mercure de France du 15 mars 1929, une nouvelle Bourrois et Élevé, où il raconte ses difficultés avec ses chers confrères. Alors, les raisons du départ de Charles Nicole tiennent notamment à ces difficultés, au fait que, notamment, son laboratoire de bactériologie envisagé ne peut pas avoir une véritable autonomie par rapport à l'école de médecine. Donc, les oppositions se radicalisent. Elles se radicalisent d'autant plus que le directeur de l'école de médecine, avec d'autres, s'oppose au renouvellement du contrat de Charles Nicole, qui devait obtenir donc un renouvellement de son poste de professeur suppléant, dont l'échéance arrivait en 1902. Et donc, ça a représenté quand même 2000 francs par an, ce qui n'était pas négligeable à l'époque. Et donc,
va y avoir un veto, donc de la part notamment du directeur de l'école de médecine, pour éviter, enfin faire qu'il puisse reconduire son activité. Alors, tout cela eh bien, va amener des difficultés pour l'école. Il y a d'autres raisons également. C'est sa volonté de développer une attitude humaine par rapport aux vénériennes, femmes prostituées. Alors voici une loge qui était enfermée dans ce qu'on appelle des loges à l'époque, où tous les sortes de graffitis, dès qu'elles se révoltaient, par exemple, elles brisaient les carreaux et autres. Et donc, du coup, Nicole préconisait une attitude beaucoup plus souple à leur égard. Et donc, il va même faire une publicité par rapport à la vénérologie, donc, et en essayant de développer une autre attitude, ça va lui apporter l'animosité de l'administration, cette fois, pas celle des médecins, et en particulier, lorsqu'il va donner une dimension publique et même nationale à cette lutte, en faisant une conférence, la première conférence en France, sur la lutte contre les maladies vénériennes, qui va être faite dans le cadre de l'Université populaire de Rouen, où il y a d'autres grandes figures à l'époque. Il y a une philosophe Alain, par exemple, qui était prof au lycée Corneille de Rouen. Et donc, vous avez différentes raisons qui vont contribuer finalement à ce que son mandat, qui est arrivé à échéance, ne soit pas reconduit. Alors, parallèlement, eh bien, on lui a proposé d'aller diriger l'Institut Pasteur de Tunis. Alors, il a des liens étroits avec l'Institut Pasteur. Il a un frère Maurice, qui a dirigé aussi l'Institut de Constantinople, et donc, d'ailleurs, était jugé a priori plus brillant que Charles Nicolle, mais c'est Charles Nicolle qui va obtenir le prix Nobel. Et donc, vous avez donc cette possibilité qui s'offre à lui et qui lui permettait d'avoir quand même obtenir 10 000 francs par an, plus le logement de fonction, ce qui était une opportunité pour lui. Et donc, il va partir pour Tunis. Et en 1927, au moment où il va obtenir le prix Osiris, un an avant le prix Nobel, le prix Osiris, ça doit être de l'Académie de médecine, ou de l'Académie des sciences, je ne sais pas trop. Et donc, voici ce qu'il disait, il est revenu à Rouen. Jadis, nos ancêtres élevaient ces monuments dont jalousement nous sommes fiers et qui font partie de nos âmes, même exilées, comme tout ce que nos yeux d'enfants ont vu. Les monuments de ce siècle, ce sont des laboratoires, les foyers d'instruction, de découverte. Les Rouennais peuvent-ils continuer de s'énorgueillir du génie de leurs ancêtres sans rien y ajouter? Je vous remercie pour votre attention.